Du coup, merci d'être venu. On va vous présenter le pourquoi du comment on est parti à Quito. On va vous présenter notre voyage et on va vous montrer toutes les opportunités aussi que ce voyage a au bout d'offrir, pas seulement à nous. Voilà, quelques images de Quito et d'ailleurs. Donc, on a répondu à un concours pour participer à la Biennale, qui se passait en plusieurs phases. Alors, le concours, c'était de présenter une architecture et d'en faire son analyse critique. Donc, on avait un nombre de mots imposés pour l'analyse critique. Ensuite, on devait faire un résumé de cette analyse. On devait faire quelques schémas représentatifs, le mettre en forme sous forme de panier et sous forme de maquettes pop-up qui sont dépliables. Et on va vous montrer tout ça. Donc, on a eu 3 édifices, donc on était répartis en 3 groupes, à peu près 5 élèves par groupe, 4 à 5 élèves par groupe. Donc, un édifice qui se trouve à Quito, un édifice qui se trouve en Espagne, en Catalogne, et l'amphi de Olivier Brabant à la faculté du Mouffin. Donc, on va commencer par vous présenter l'édifice Artigas que Romain va nous présenter. Il fait partie de l'équipe. Alors, du coup, c'est le premier projet. Pour faire un petit historique, Milton Barragan, du coup, c'est un architecte qui lui-même vient de Quito, donc en Équateur. C'est un architecte, par contre, qui ne s'est pas formé à Quito. Il s'est formé en Europe du Nord, je n'ai plus la ville exacte, et donc dans les années 60, et dans les années, oui, enfin, il a été diplômé en fin des années 50. Et il a commencé du coup à expérimenter et à comprendre toute la philosophie de construction de l'époque et de l'ère post-Le Corbusier, dont il s'est beaucoup inspiré. Il faut savoir qu'à Quito, à cette époque-là aussi, c'était un moment qui était de renouvellement urbain, si on peut le dire, où la ville a connu des grandes transformations avec des changements dans la densité des bâtis et des changements dans l'évolution de la construction. Et tout ça vient bien sûr chapeauté par le gouvernement de Quito et les municipalités, je ne sais pas comment ça fonctionne là-bas. Pour s'inscrire du coup dans cette nouveauté, Milton Barragan, lui, ce qu'il a voulu introduire, c'est comment composer la sculpture urbaine, d'avoir un bâtiment qui vienne se mettre en exergue un peu de tout ce qui se passe autour et ensuite de développer avec son style propre ce que lui a fait. Donc, ce qui est intéressant à regarder, c'est déjà comment il va traiter son rapport au paysage urbain. Donc, l'édifice, il se place dans un schéma qui est très routier, qui est très la ville urbaine et dense, avec des immeubles de quand même assez grande hauteur. Enfin, aujourd'hui, avec des immeubles de grande hauteur, mais à l'époque, l'édifice Artigas, c'était l'un des plus gros bâtiments dans sa forme. Là, on voit sur le plan masse tout en haut, où en fait, c'est placé face à un rond-point, ce rond-point qui est une espèce de place où il y a déjà une structure au milieu au moment de l'intervention. Et la première chose qui va être faite, c'est comment faire une couture dans ce tissu urbain et de se faire un écho pour le placement de l'édifice. Le choix qui a voulu être fait pour cet édifice-là, c'était aussi d'avoir quelque chose qui soit émancipateur dans la qualité architecturale, donc de vouloir non plus se distinguer, mais vraiment s'émanciper des codes et d'en faire du coup une structure urbaine. Donc, Milton Barragan, comment il va développer ça? Il va développer ça avec des retraits, des refends et un jeu de symétrie qui va se revoir en façade, qui est surligné ici en revanche. Et donc avec des saillies, des perpendiculaires, des fuyantes qui vont monter. Et ce qui est intéressant à voir dans ce travail, c'est que finalement, ça libère un espace qui lui est plutôt libre et qui fait écho à la place en bas, et puis on monte, sachant qu'au rez-de-chaussée, ce sont que des commerces, et puis au-dessus, ça va être des logements, des 3 et 4. Ce qui va aussi être important, c'est d'avoir des visions qui sont tournées vers la ville. Et pour ça, mais avec toujours cet esprit d'intimité et de captation. Donc là, on le voit sur les balcons. En fait, ces balcons, ils sont travaillés pour avoir justement ces grands éléments de béton
qui brutes, qui vont du coup capter la lumière, qui vont avoir des jeux en façade et qui vont faire du coup son architecture. On le voit aussi sur le schéma en blanc où on comprend ces lignes qui vont être en reflet et en avant avec la courbure du bâtiment elle-même qui va se déterminer. Ce que Milton Baragan il veut passer dans sa philosophie également, c'est que comparativement à ce qu'il a pu être enseigné par Le Corbusier, Baragan, lui, c'est un sculpteur aussi. Donc, les premières maquettes de ce bâtiment-là, elles étaient faites en laser. Et le choix qu'il a fait, c'est de le faire en argile et de pouvoir en créer du coup, la forme intéressante qu'il voulait y amener. Sa philosophie à lui, c'était à la fois de proposer à donner une architecture qui soit totalement viable et dans l'air du temps, dans l'esprit émancipateur de Tito, mais aussi de ramener une âme dans l'architecture, et c'est ce qu'il dit, on va dire sur ses écrits, c'est que lui, ce qu'il a voulu faire par ses jeux, c'est de créer une âme dans le bâtiment lui-même. Merci beaucoup, Romain. Maintenant, on va passer à la communale, la meilleure équipe. Il faut savoir que tout a été traduit après en espagnol par des traducteurs professionnels. Et tout devait, on devait tout rendre en espagnol pour participer à la démo. Donc alors, le deuxième projet, donc, il se nomme La Communale, et lui, il est situé dans le quartier de Sants à Barcelone. Donc alors, tout d'abord, historiquement, il faut savoir qu'en fait, c'était une ancienne usine donc de toiles pour les navires qui date donc du 19e siècle, qui a en fait au fil du temps été abandonnée. Et donc dans un projet de revalorisation de ce quartier et de redynamiser en fait le quartier, donc la ville de Barcelone, elle lance un appel à projet sur ce bâtiment-là. Et donc c'est le studio catalan de La Comunal Arquitectura Corporativa qui gagne en fait, enfin, qui le remporte. Donc en fait, eux, donc dans leur philosophie, en fait, ils se penchent sur la construction en fait d'infrastructures en général, d'infrastructures communautaires et durables. Donc afin de permettre, afin d'aider en fait la transition économique et sociale de la ville. Donc pour eux, en fait, afin de lier les transitions économiques et sociales, l'architecture est en fait la clé pour atteindre cet objectif. Donc dans leur démarche, en fait, ils favorisent l'utilisation de matériaux durables, du réemploi, et aussi dans leur projet, ils intègrent en fait l'usager dans la conception, et notamment comment ils s'autogèrent avec les usagers. Donc, pour commencer, ce qu'ils ont fait tout d'abord, c'est qu'ils ont entièrement vidé l'édifice, ils ont gardé l'enveloppe principale. Donc, après cela, en fait, ce qu'ils ont voulu offrir, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, en fait, la façade principale du projet, en fait, elle était tournée vers cette rue-là, en fait, qui était avant, en fait, la rue Carrer del Blanco, qui était à l'époque très prisée. Et puis au fil du temps, en fait, avec l'apparition de la voiture, en fait, la route là, cette route est devenue secondaire pour venir la route principale qui devient la Carrer del Sants. Et en fait, le fait que le bâtiment en fait ait changé d'axes principaux pour la voiture, on va dire, c'est que on avait l'arrière du bâtiment en fait qui devient l'entrée du bâtiment, et qui permettait en fait de dégager en fait cet espace et de venir créer en fait une place qui est très importante dans le quartier, parce que c'est l'unique place en fait présente, parce qu'en fait on est autour d'un tissu industriel où c'est vraiment que de la construction, et il n'y avait pas d'espace pour la rencontre ou même pour les échanges. Du coup, cette place, en fait, elle forme un peu un vide dans un tissu urbain très dense en construction, mais ce n'est pas le seul élément que la colle intègre à son projet. Donc, elle fait aussi ce vide par des éléments comme des serres que vous pouvez voir entre les deux bâtiments principaux, qui viennent justement former ce vide entre deux blocs existants. Et ça permet en fait de venir casser un peu cet effet massif qu'on avait du bâtiment industriel au départ, mais aussi d'apporter de la luminosité et tout l'aspect climatique avec un confort
qui est amélioré. Donc on a 2 stratégies d'été et d'hiver. Le schéma en haut montre les stratégies d'été. Donc quand vous pouvez ouvrir du coup cette serre pour pouvoir ventiler les espaces, et en hiver pouvoir les fermer pour garder la chaleur et qui se propage du coup dans tous les volumes annexes. Et ces serres, du coup, elles regroupent aussi les circulations principales qui sont visibles de l'extérieur, vous pouvez voir sur la photo en haut. Justement, ces circulations sont donc visibles depuis la place principale, mais aussi depuis le petit patio par lequel on accède depuis la grande place, qui vient en fait créer un coin un peu plus intime, plus utile pour les utilisateurs des lieux. Alors il faut savoir qu'ici le programme, ça a été en fait l'Acol Architecture qui sont venus installer leurs bureaux dans ces bâtiments-là. Il y a eu aussi des commerces, des restaurants, et donc ce petit patio devient un peu un espace communautaire et qui montre leur volonté vraiment d'intégrer l'usager dans leur projet. Et donc, nous, on voulait terminer en dernier point sur ce qu'on en a pensé, ce qu'on a retenu de tout ça. En plus de l'aspect bioclimatique et toute la réflexion qu'il y a eu à côté, c'est quand même un projet qui a été beaucoup guidé par la revalorisation et la connexion à la rue, à la ville qui ne s'était pas faite finalement, qui n'était pas présente au début. Et il y a eu vraiment cette volonté de reconnecter à la ville par la place par la place existante, enfin, la place créée, pardon, par la place du vide, les ouvertures qui se font. Et c'est par ces principes en fait que le bâtiment s'y réapproprie et réaccepte son appartenance au tissu urbain existant. Merci beaucoup. Ensuite, on va passer à l'équipe donc, de l'Amphi 550. Donc, Maëlle. On a eu à peu près 6 mois pour préparer le concours, avec pas mal d'allers-retours et pas mal d'échanges avec Nicolas Madoval et le directeur Pierre. Ok. Donc l'amphithéâtre 550 du MOFIA, c'est le premier amphithéâtre bioclimatique au monde. Avec ça. Et du coup, le premier processus, c'était d'aller voir l'architecte Olivier Brabant et de comprendre tout ce qu'il y a eu derrière cette conception. Et justement, il nous a expliqué qu'en fait, la commande de base, c'était un amphithéâtre climatisé. Ça n'allait pas là. Et le parti pris qu'a pris Olivier Brabant, c'était de les obéir et de convaincre le maître d'ouvrage avec des solutions bioclimatiques. Ça allait aussi un peu avec la mentalité de l'université d'expérimenter, donc ça a aidé. Et en fait, la contrepartie de l'université, c'était de dire vous avez 1 an, une fois que le bâtiment est construit, pour vous montrer que ça fonctionne. Et si ça ne fonctionne pas, ils avaient quand même fait les réservations pour mettre la climatisation. Donc au bout des 1 an de test, vous connaissez la suite, et ils se sont rendus compte que le bâtiment fonctionnait très bien. Et donc pas besoin de climatisation. Qu'est-ce qui fonctionne bioclimatiquement? Il y a 3 points importants. Donc on a des façades très poreuses avec des grandes jalousies, mais le problème c'est qu'on a une trop grande largeur, donc il a fallu un canyon dépressionnaire en haut qui permet de faire monter le vent. Et il y a également cette 3e solution, c'était des caissonnages qui sont sous les gradins et qui permettent de faire monter le vent en dessous des gradins. Donc c'est grâce à ces 3 solutions bioclimatiques que le bâtiment fonctionne aussi bien en gros. Et juste pour ajouter sur ce que tu disais pour la climatisation, le fait qu'on ne l'ait pas installé, ça a permis du coup d'utiliser l'argent de la climatisation pour ajouter des panneaux solaires sur le parking, ce qui fait que toute l'énergie qui est produite par ces panneaux solaires-là alimente le reste des bâtiments présents sur le campus. Et le bâtiment, il se distingue aussi des autres bâtiments du campus parce que déjà, topographiquement, il se place un peu en hauteur sur une sorte de talus qui accueille en dessous un parking. Et je pense aussi que sa position un peu en hauteur elle permet de capter ces vents qui viennent de l'est. Oui, ce que l'architecte nous avait dit, c'est que la forme, elle n'a pas été faite juste pour la touche architecturale, mais vraiment par rapport à la ventilation. Et ça a découlé cette forme après des tests.
thématique. Donc voilà, et pour rajouter peut-être sur l'espace public qu'on voit sur le croquis en haut à droite, je crois qu'il y a un petit travail qui a été fait parce qu'en gros, on a comme un vide en fait sous cette grande forme qui permet en fait de créer comme un espace public qui fait ce lien un peu avec l'extérieur, ce qui était notable du coup. Et voilà. Merci beaucoup. Donc, Ça, c'est d'autres paniers d'étudiants qu'on a trouvé intéressants, que je voulais vous montrer. C'est principalement des gens qui participent à la biennale aussi depuis pas mal de temps. Et c'est des pays d'Amérique latine aussi, au départ. On était la seule école française présente à cette biennale. C'est la première fois qu'on participait à ce concours. Et normalement, on pourra y participer les prochaines années aussi, avec d'autres élèves intéressés. Donc c'est ça qui était intéressant dans ce concours. Ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'il ne fallait pas simplement décrire le projet, il fallait surtout en faire une analyse critique et argumenter sa critique d'un bâtiment. Donc ça change vraiment des studios qu'on fait, par exemple, en cours. Là, on a vraiment mis le point sur la critique du bâtiment, du concept et tout ce qui s'ensuit. Et en plus, donc, lors de la biennale, ce qui était mis en place, c'était que toutes les matinées, en fait, chaque bâtiment qui a été analysé par les étudiants, mais aussi par des équipes professionnelles, donc qui participaient à une sorte de conférence où donc on avait l'explication du bâtiment par l'architecte, ensuite la présentation donc des analyses critiques de l'équipe étudiante et de l'équipe de professionnels, et avec une analyse critique d'un professionnel plus poussé, on va dire. Et ensuite, il y avait donc un petit temps d'échange entre ces différents participants, ce qui permettait de vraiment mettre au cœur de la biennale donc les discussions et le partage, le partage d'une même passion. Donc ici, vous retrouverez, je vous invite à prendre en photo, donc c'est l'archive BAC. Ici, vous retrouverez tous les documents des anciennes éditions et de la nouvelle en principe bientôt. Et donc, voilà. Vous le remettrez à la fin. Oui, oui. Et ben après, c'est la direction pour Kito. Donc, il faut savoir qu'on était 15 étudiants à la réunion à participer à ce concours, répartis en 3 équipes. Au début, on ne devait pas partir. Et on a pu être sélectionnés, Kim et moi, pour partir à cette rencontre, à la rencontre des étudiants, à la rencontre de cette biennale. Et participer à la biennale. Et participer à la biennale, et ça nous a, comparé à la biennale qu'on avait fait 2 semaines avant à la réunion, ça nous a permis aussi de faire aussi le lien et de voir un peu les différences entre ces 2 biennales et de pouvoir après se faire une critique aussi là-dessus. Et c'était intéressant de voir comment se passe notre biennale sur la musique. Alors, Kito, pour ceux qui ne savent pas, c'est sur l'Équateur. On est entre la Colombie et le Pérou, et on a surtout la cordillère des Andes qui passe sur le pays. Et du coup, Quito se trouve dans cette chaîne de montagnes. Et Quito est la capitale la plus haute du monde. Donc ça c'est les différentes zones donc, de l'Équateur. Donc souvent il les divise en 4 zones, donc les Galapagos, le littoral, la Sierra, donc qui est la cordillère des Andes, et l'Amazonie, la forêt amazonienne. Donc ça c'est la ville. On a une grande influence un peu coloniale en termes dans le centre historique. Après, comme vous avez pu le voir avec Milton Barahona, à l'extérieur, c'est plus du tout le cas, mais nous, on était basés dans le centre historique de Quito. Et c'était intéressant aussi parce que du coup, ça nous a permis de découvrir la ville en même temps que la biennale. Donc, comme elle a dit, donc on a découvert la ville en même temps que la biennale. Il faut savoir que c'est la première édition qui s'est passée dans le centre historique, donc on verra un peu plus tard. Pour vous présenter un peu la biennale donc panaméricaine
enfin, la Biennale d'architecture panaméricaine de Quito. Donc, elle a plus de 24 éditions à ce jour, donc qui se passe, comme son nom l'indique, tous les 2 ans. Donc, il est organisé par le Collège d'architectes d'Équateur de la province de Pichincha, donc qui est l'à côté du volcan, donc avec Quito et tout, enfin la zone du volcan. Il faut savoir que la Biennale a des collaborations internationales, donc déjà avec tout le continent américain, donc avec la Fédération panaméricaine d'associations d'architectes, mais aussi collaboration avec l'Union internationale d'architectes, et également elle fait partie du réseau des biennales panaméricaines. Tout ça pour vous dire qu'en fait, il y a beaucoup d'intervenants qui viennent donc de tout le continent américain, mais aussi d'Europe, avec donc l'Espagne, comme on a pu voir avec l'architecte de la Colle, et cette année de la France avec l'école d'architecture de La Réunion. Hop. Donc c'est 5 jours de conférences, donc plus de 36 intervenants, donc venus, comme je dis, de toute l'Amérique latine. Hop. Et donc voilà, donc ici c'était le plan qui nous avait été donné pour les différents lieux où on aurait les conférences. Donc tout se passe au centre historique, donc on pourrait voir à côté du numéro 4, donc c'est la place centrale, la place centrale de la ville. Et les différents bâtiments en fait ont accueilli différentes expositions. Donc tout ça pour vous montrer que la Biennale d'architecture, donc c'est un lieu d'échange et de partage, mais aussi pluridisciplinaire, avec donc, des expositions photos, mais aussi des expositions, donc des différents concours organisés qui prenaient en charge plusieurs thématiques donc, de bâtiments, mais aussi de publications d'architecture. Et toutes ces expositions, elles étaient dans différents lieux dans le centre historique de la ville. Donc du coup, en circulant dans toute la ville, on a pu voir quand même les expos de la Biennale et en même temps découvrir un peu le patrimoine. C'était très en plus de ça, donc l'organisation de la Biennale a organisé différentes soirées, ce qui a permis donc de découvrir la ville, mais aussi de participer à l'inauguration d'un musée d'architecture en centre-ville, donc de Quito. Également, donc la Biennale, c'est aussi des concours. Et avec Églantine, on va vous présenter deux architectures qui ont gagné des prix à la Biennale. Donc le centre d'artisanat Chakiwasi, donc qui a gagné le Grand Prix Biennale 2024, et le collectivo le centre culturel San Blas par le collectivo 733, qui a gagné le prix d'intervention architecturale dans architecture patrimoniale ou le prix d'intervention dans un bâtiment patrimonial ou un lieu d'intérêt patrimonial. Voilà. Du coup, l'Académie de la Curiosité, c'est l'agence, et ils ont créé un centre d'artisanat basé autour d'un point de vue, d'un centre qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc vous avez sûrement dû le voir à notre biennale parce que c'est Ravière, il me semble qu'il en a parlé. Donc il nous a surtout montré le point de vue. Moi, je veux surtout vous parler du centre d'artisanat. Donc l'idée sur tous ces schémas, c'est vraiment qu'on voit la participation de la communauté Chalala qui a aidé à tout édifier. Sur ce schéma-là, on voit vraiment l'histoire qu'a ce projet finalement, l'histoire de sa construction. Donc l'idée c'était de déforester une forêt invasive d'épicéas qui avait été plantée là auparavant pour l'exploitation. En fait. D'utiliser cette épicéa pour construire la structure et en même temps, du coup, de pouvoir après replanter et reboiser la forêt avec des espèces endémiques et locales, donc revenir à une forêt qui était là naturellement, qui était là avant. Donc c'est un centre d'artisanat avec plein de stands, comme on le voit sur le plan, où tout le monde peut vendre du coup ces petits objets à des touristes qui seront de passage. Donc voilà, là on voit le point de vue, c'est celui-là dont vous avez sûrement dû le voir à la Biennale. Et le centre d'artisanat.
Donc voilà, c'est une architecture très simple, mais qui parle beaucoup pendant sa mise en place. Donc, moi, je vais vous présenter donc, en premier le collectif 733, qui est composé donc, de 5 architectes: Gabriela Carrillo, Carlos Facios, José Amozo Focio, pardon, Eric Valdez et Israël Espil. Donc, ces 5 architectes se sont réunis ensemble à la suite d'un concours du gouvernement fédéral organisé par la CEDATU, donc le secrétariat du développement agraire, agricole et urbain. Donc, à travers ce concours, ils ont proposé un bâtiment que vous verrez un peu plus tard. Et en fait, ce bâtiment a été l'étincelle à plus de 36 projets qu'ils ont réalisés en 36 mois. Donc, un collectif très prolifique qui est dû à son équipe de plus de 30 intervenants pluridisciplinaires. Pardon. Et donc, ce qui permet en fait d'avoir une conception et une réalisation très rapide de leur architecture, donc qui se concentre sur des points très précis, que ce soit une architecture donc modulable, flexible et durable, ancrée dans le contexte donc, du bâtiment, donc contexte économique, social, culturel et tout. Donc voilà, ça c'est donc les 36 projets réalisés en 36 mois, donc répartis dans tout le Mexique, enfin une bonne partie du Mexique. Et donc ces bâtiments ont différents usages. Ça peut être des équipements publics, culturels, sportifs, mais aussi des aménagements urbains et paysagers, comme vous pouvez voir là. Et parmi ceux-là, donc il y a le centre culturel d'Aduana de San Blas, qui a gagné, donc, comme je disais précédemment, un prix à la Biennale. Et donc, ce bâtiment, réalisé en 2023, est donc une réhabilitation et revalorisation d'un entrepôt douanier portuaire donc, qui date de 1768. Donc, à l'époque, la ville était en plein développement dû à un échange de marchandises avec l'Asie. Et donc, la première phase du projet était donc déjà de consolider l'existant, qui est un bâtiment en briques fait localement. Et on va retrouver ces briques plus tard dans l'âge, on va dire, un peu plus moderne. Ici, vous pouvez voir un petit bout. Donc ici, donc là, c'est la partie, on va dire, un peu plus, la partie où ils ont ajouté des structures un peu plus modernes. Donc, pour garder donc, ce lien avec le passé, ils ont réutilisé des briques donc, faites localement, et toujours dans cette idée de s'inscrire donc dans le contexte urbain, dans le contexte du bâtiment. Donc, le bâtiment actuellement, il accueille donc des espaces d'exposition, que vous pouvez voir donc, en bas, et ensuite en haut différents ateliers. Donc, c'était l'objectif du concours. Et différents ateliers, oui, pardon, culturels et salles d'exposition. Et donc, ici, vous pouvez retrouver aussi également donc le lien, toujours, comme je vous dis précédemment, avec donc le passé et la tradition. Ici, à droite, vous pouvez voir donc, la forme en losange. Il représente donc Oros de Dios, Siculi, qui est une forme qui représente donc le lien entre l'humain, la nature et l'univers. Donc, je trouvais ça intéressant de retrouver cette forme ici dans ce bâtiment qui reprend donc, un bâtiment donc ancien qui est revalorisé aujourd'hui, tout en prenant en compte le patrimoine végétal déjà existant. Vous pouvez voir avec l'arbre ici. Et voilà. Ensuite, l'objectif de ce voyage, c'était aussi de rencontrer l'université de Cuenca, enfin plus précisément la faculté d'architecture. Donc il faut savoir qu'à la BIAT, la Biennale de la Réunion, l'école a signé une convention d'échange d'étudiants avec la faculté d'architecture. Et donc lors de cette mission, entre guillemets, on a pu, Monsieur Nicolas Péribonne a pu faire une conférence ici en présentiel, et ensuite Sébastien Clément aussi a fait une conférence 2 jours plus tard.
Donc, c'est des échanges qui, pour nous, sont une chance qu'on puisse partir si loin pour étudier, donc voir de différentes façons de faire et tout. Il faut savoir que l'école donc, a plus de 66 ans, si je ne me trompe pas, d'existence, et elle a, on va dire, elle est spécialisée en architecture et urbanisme, et elle a 3 grands axes donc de travaux, surtout pour le 7e semestre. Donc le premier, c'est conservation et patrimoine, ensuite planification urbaine et projet architectonique. Donc lors de ma visite, j'ai pu participer à trois cours de différents on va dire, sujets principaux. Et je trouvais ça vraiment très intéressant, surtout que là-bas, ils travaillent beaucoup en groupe. Et là, récemment, ils ont fini donc leur semestre avec un rendu de projet. Et c'est ça le plus qui m'a marqué, c'est qu'ils ont travaillé en groupe pour faire ce grand rendu final et tout. Il faut savoir que l'école aussi a des partenaires, enfin des étudiants du monde entier qui viennent, donc des États-Unis, du Mexique, du Brésil. Donc c'est vraiment une chance de pouvoir faire une année là-bas ou un semestre. Donc pour conclure, on va vous parler un peu de nos coups de cœur et tout chacun. Alors moi, le coup de cœur de ce voyage, ça a vraiment été la culture. À un moment, on devait aller à une biennale et à une conférence, on n'a pas pu y aller parce que c'était la fête de la ville et qu'il y a des chars qui circulaient dans toute la ville et qui nous barraient la route du théâtre. Et finalement, c'était peut-être pas plus mal parce que ce moment-là était magnifique. Il faisait beau, pour une fois. Et je sais pas, c'était quasiment la fin du séjour et ça m'a ému jusqu'aux larmes. Vraiment, c'était intéressant. Enfin, ouais, c'était magnifique. Et pour moi, c'est surtout les personnes que j'ai rencontrées là-bas. On a beaucoup parlé avec des étudiants et tout, et on a pu faire la visite de différentes architectures le samedi. Et c'est vraiment ça que je me rappelle le plus, le partage avec les gens. Là-bas, ils sont vraiment très accueillants. Et même les architectes et les étudiants, ils sont là pour partager et tout. Il n'y a pas vraiment d'échelle, entre guillemets, ou quoi. Vraiment, tout le monde se mélange et discute et tout. Et c'est vraiment ça que j'ai apprécié lors de ce séjour. Donc, on tient à remercier personnellement, je parle au nom de nous deux, l'école de nous avoir permis d'avoir eu la chance de participer à cette biennale et de partir si loin. Et aussi à tous ceux, l'administration qui nous a beaucoup aidés malgré les problèmes et tout. Et aussi à la BAC, ils ne sont pas présents, mais ils ont été très accueillants et ils nous ont beaucoup aidés lors de ce séjour. Donc, si les autres personnes du groupe veulent rajouter un truc, vous êtes le bienvenu. D'abord les autres. Comment vous avez trouvé le groupe? Non, mais ils ne veulent pas parler apparemment. Non, mais moi je pense que ça a été super enrichissant. Et c'est pas un choix que personnellement je regrette d'avoir fait ce travail-là. Et de voir tout ce que ça vous a apporté, finalement, je trouve ça incroyable. Et tout ce que ça va engendrer aussi pour la suite, c'est vraiment top. Et le travail que vous avez fait aussi, et toutes les photos, tous les dessins, comme tu as dit, tous les rencontres, c'est méga enrichissant aussi pour nous. Quoi. Olivier. Une petite conclusion, on peut dire que c'était un process qui n'était pas facile à tout moment, parce qu'il y avait quand même pas mal de boulot en plus des études qu'on avait tous. Mais c'est vrai que c'était enrichissant de travailler avec un process aussi itératif avec l'organisation de la BAC. Et donc, on voulait remercier ceux qui se sont donnés une minute un peu plus, parce qu'on n'a pas pu tous donner à part elle. Mais en tout cas, voilà, on voulait dire merci à tout le monde, à tous les participants et à tous les organisateurs. L'idée aussi, c'est que on a pu faire ce voyage, mais les futurs étudiants de l'école vont le faire aussi et vont faire des échanges beaucoup plus longs en fait. Donc ce concours, il a lieu à chaque bac, donc tous les 2 ans, il y a ce concours qui se présente. Donc déjà tous les 2 ans, les étudiants de notre école peuvent participer à ce concours.
Et en plus de ça, on peut faire des échanges avec l'école de Cuenca, avec qui on a signé un partenariat. Donc, c'est enrichissant, en fait, pas que pour nous, mais aussi pour vous. On espère que ça va continuer. Et surtout, ça donne, on va dire, une vision de ce que peut donner la Biennale ici à La Réunion et ce qu'elle peut devenir. Enfin, on espère qu'elle deviendra aussi grande que ça. Et donc, on peut imaginer que des étudiants d'autres écoles viennent ici lors de la Biennale et qu'on puisse montrer notre île à ces étrangers et tout, qui viennent visiter, à ces nouveaux amis. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Peut-être deux, trois choses. Tu parlais sur la Biennale et aussi sur l'école. Moi, j'ai aussi une sensation que le projet d'école que l'on mène résonnait vraiment avec les personnes que l'on a rencontrées. En fait, alors c'est très drôle, hein, les gens disaient La Réunion, ils allaient chercher sur Google et ils indiquaient vraiment un truc aussi petit que ça. Et après, on se rendait compte qu'on avait des choses à dire, on avait des choses à partager. Donc ça, c'était aussi assez enthousiasmant de se rendre compte que finalement, ça intéressait et qu'on avait des choses à dire. Sur le concours même, en fait, effectivement, il va avoir lieu. Et en plus, on aura une vision un peu globale, parce qu'on est arrivé au départ, on nous a dit, mais c'est bon, en 10 minutes et demie, vous avez tout fini. Puis après, chaque fois, il y avait une étape supplémentaire. Il y avait des allers-retours aussi, ils sont très exigeants en termes de qualité. Donc, il y a des allers-retours avec justement les personnes, les organisateurs de la BAC. Donc, le niveau est très élevé. Et on a vu aussi, à l'exposition, la qualité des rendus, en particulier les rendus graphiques qui ont été faits, et des maquettes, qui est quand même vraiment assez impressionnant. Donc oui, il y aura ce concours, on pourra l'intégrer mieux dans le cursus, pour ceux qui veulent, en tout cas, on saura un peu mieux définir les limites d'implication que ça génère. Il y avait un thème, chaque biennale a un thème, et là c'était convergence entre architecture et paysage. Donc là aussi, ça résonnait sur pas mal de points. Et ce thème-là était du coup un peu le fil directeur de tous les projets qui étaient critiqués et présentés aussi dans le projet, dans la BAC. Juste peut-être sur les coups de cœur, moi j'en rajouterai deux. Je rajouterai Natura Fotora, qui est aussi un collectif équatorien. Je comptais d'aller voir aussi ce qu'ils font. Et Edgar Mazo, qui est un paysagiste, architecte. Bon, il se dit architecte, mais il est en train de dériver gravement vers le paysage. Hein, donc, qui fait des choses vraiment très intéressantes. Lui, il est colombien. Donc, si vous avez l'occasion d'aller voir ce qu'ils font, c'est vraiment bien, sachant qu'on est sur un continent qui est extrêmement marqué par le modernisme, qui est extrêmement fort. Et donc, il y a vraiment un moment très intéressant dans l'histoire où il y a cette architecture moderne qui est très prégnante, très présente culturellement, quasiment imposante. Et cette nouvelle génération qui arrive avec une architecture beaucoup plus contextualisée, beaucoup plus végétale, beaucoup plus humaine, en fait. Et justement, le contraste entre les deux, le choc de génération et le choc de culture est assez saisissant et assez passionnant quand on le regarde de l'extérieur, en fait. Donc, bon, ça vaut vraiment et C733, effectivement, c'était quand même assez impressionnant. Pareil, on va aller voir, parce que faire 36 projets sur des espaces publics, chaque fois, c'est une démonstration différente, qui est quand même assez impressionnant en termes qualitatifs, assez fou. Allez voir, nourrissez-vous un petit peu de cette référence également. Oui, plein d'échanges à venir, plein de choses à apprendre, c'est-à-dire que pour la Biennale, je pense qu'on a appris quelque chose. C'est la première fois là-bas qu'il faisait la Biennale en ville. C'est vrai que c'est des choses. Peut-être ce que vous avez oublié de dire quand même, c'est que c'était dans 2 théâtres de 600 personnes. Kevin s'est retrouvé à être le premier étudiant à présenter le lundi matin en espagnol devant 600 personnes, alors qu'au départ, il avait compris que ça allait être genre un petit amphi de 30 personnes. Là, c'était un théâtre, il fallait qu'il présente en espagnol la critique. Devant l'architecte, effectivement. Donc, c'était quand même un sacré. Ce qui fait que maintenant, quand tu présentes là devant les copains en français et tout, c'est vraiment finir des oreilles. Déjà, c'est l'analyse, je ne sais pas comment te dire. Donc, voilà, c'est quand même des choses c'est l'expérience qui forme. Et effectivement, allez voir, parce qu'il y a les voir, ça y est, ils sont parus. Hein, j'ai vu qu'on a reçu les éléments. Allez voir.
inspirez-vous, puisque dans 2 ans, ben, dans 1 an et demi, on va recommencer un peu ce processus. Et normalement, l'idée, c'est qu'il y ait des échanges dans un sens pour envoyer des étudiants. Donc, pour l'instant, on est un petit peu intermédiaire pour les questions de financement, mais il y a la possibilité. Donc là, on va faire prochainement un appel à candidature pour aller justement à Cuenca l'année prochaine, où on est extrêmement bienvenus. En fait, on est vraiment, ils attendent que ça. Ils sont très proactifs et on va aussi à terme essayer d'en faire venir. Et on va même essayer de faire venir quelqu'un de Guayaquil pour le moment. Voilà, ça va se faire un peu de regarder, sachant qu'on ne va pas envoyer des étudiants à Guayaquil en ce moment parce que c'est un peu tendu en termes de sécurité. Voilà. Mais par contre, Cuenca, c'est beaucoup plus. Mais merci à vous en tout cas. Merci à vous.